Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. Aujourd'hui, avec Emmanuel Robert, on a décidé de vous parler de commerce international. Et qui de mieux placé que vous, Nabil Gijakli, pour en discuter? Nabil, vous êtes le Deputy CEO de Credendo, l'organe public d'assurance crédit à l'exportation. Avant de diriger cette société et après des études de sciences politiques et relations internationales, vous avez longtemps travaillé à la Banque nationale, puis en tant qu'expert à la Commission européenne. Vous avez aussi fait partie de la commission chargée de préparer l'introduction de l'euro en Belgique. Ça vous va jusqu'ici, c'est bien cela? C'est parfait. Bon. Et pour terminer votre présentation, vous serez aussi au mois de novembre prochain le rédacteur en chef invité de notre magazine Bruxelles Métropole pour un dossier consacré au commerce international, bien sûr. Et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, n'est-ce pas? Bien entendu. Bonjour Monsieur Gijakli. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'organe que vous dirigez, Credendo, est souvent mal connu du grand public, y compris parfois parmi les entreprises. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer brièvement sa mission ? Notre rôle est d'aider les entreprises dans leurs entreprises de commerce international. Nous sommes là pour les aiguiller vers des pays où il y a le moindre risque. Nous sommes là aussi pour les assurer contre les aléas du commerce international, qui sont par exemple d'être plongés dans un conflit, qui peuvent être aussi de ne pas être payés, d'avoir des factures non payées. Et donc nous sommes là pour, d'une part, les assurer. Dans un certain nombre de cas, on peut aussi financer leur exportation. Et puis le troisième rôle que l'on a, lorsque les choses tournent mal, comme assureur, c'est d'indemniser l'entreprise et de tenter de récupérer l'argent, les créances. Et vous le dites justement, votre organisme couvre certains risques à l'exportation. Est-ce qu'on peut dire que le commerce international est plus difficile qu'il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui? Je ne le dirais pas comme ça. Vous avez deux types de relations dans le commerce. Il y a le commerce de proximité vers les pays, disons, plus matures, comme dans l'Union européenne ou l'Amérique du Nord. Et puis vous avez la grande exportation, qu'on pourrait parfois qualifier aussi de grande aventure. Alors, la grande aventure, c'était dans ce qu'on appelait, il y a 30 ans, quand j'étais à l'université, les pays en voie de développement. Aujourd'hui, on les appelle les pays émergents. Ce qui signifie aussi que les choses ont changé. Ces pays ont adopté toute une série de modes de gouvernance, qu'elles soient économiques, qu'elles soient juridiques, en amélioration. Donc, d'un certain égard, les risques ont diminué. On est moins dans un système de cow-boy. Il y a aussi toute une série d'organismes internationaux qui existent. Mais il ne faut pas s'en cacher, les risques subsistent. Et des nouveaux risques, j'imagine, dus à ce changement de relation. Alors, il y a des nouveaux risques. Je dirais qu'il y a deux grands types de risques. Il y a le risque que l'entreprise peut courir à titre individuel, et puis les risques inhérents aux relations internationales et au commerce international. Et là, c'est évidemment bien différent. Quels sont les risques actuels à la grande exportation ou dans les relations internationales? D'abord, vous le savez, il y a quand même toute une série de régions du monde où les choses vont moins bien. Le Moyen-Orient, on a parlé beaucoup de la Corée du Nord, on parle de temps en temps de l'Ukraine. Donc il y a toute une série de pays, le Venezuela aussi, je disais l'Ukraine, c'est-à-dire près des frontières européennes, où la situation géopolitique est tangente, dangereuse. Et instable, oui. Deuxième élément, on assiste quand même depuis quelque temps à un retour du protectionnisme et d'actions unilatérales, y compris parmi nos alliés traditionnels. Et ça, c'est une grande nouveauté. Troisième risque dont on est peut-être moins conscient et dont on parle moins, c'est que depuis quelques années, on assiste à une hausse de l'endettement de toute une série de pays émergents. Savez-vous, par exemple, qu'en Chine, l'endettement représente un multiple du PIB, qu'une série de pays d'Afrique qui ont connu des annulations de dettes dans les années 2000 sont de nouveau dans un processus de surendettement. Et donc, à partir du moment où on va avoir un retournement des taux, une augmentation des taux d'intérêt ou une augmentation du dollar américain, c'est un risque majeur que courent ces entreprises. Dernière chose qu'on évoque peut-être de plus en plus ces derniers temps, je crois que dans la dimension du commerce international, il y a une certaine éthique, une responsabilité entrepreneuriale qui doit être de plus en plus présente pour faire face aux défis environnementaux. Ça, c'est ce que j'appelle les dangers globaux. Vous parliez du retour de l'unilatéralisme, du protectionnisme. Est-ce que, y compris, vous le disiez, parmi nos alliés, parmi des pays qu'on considère comme des marchés ouverts et des démocraties matures, en particulier, question qui vient naturellement à l'esprit, est-ce qu'il devient plus difficile d'exporter aux États-Unis ? Contrairement aux idées reçues, il a toujours été relativement difficile d'exporter vers les États-Unis. Il y a toute une série de secteurs qui sont protégés. Plus difficile, non, pas encore.
parce que les discussions avec l'administration américaine, pour le moment, il y a des menaces, mais ces menaces ne sont pas encore mises à exécution. Vous savez qu'il y a des discussions pour augmenter les tarifs douaniers à l'importation vers les États-Unis. Ce n'est pas encore le cas. C'est une épée de Damoclès. Donc actuellement, il n'y a pas plus de difficultés, mais ce que les entreprises n'aiment pas, c'est l'insécurité. À partir du moment où vous avez cette espèce d'épée de Damoclès devant vous, vous êtes beaucoup plus réticent à investir et à commencer à entreprendre vers ces destinations-là. Ce qui est aussi inquiétant, c'est que c'est une remise en cause, je dirais, unilatérale, mais aussi imprévisible. Alors, l'imprévisibilité, c'est aussi une chose que les entreprises n'aiment pas du tout et qui touche l'ensemble du monde. Pas seulement l'Europe, mais on vit la même chose avec la Chine ou d'autres parties du monde. Et là, heureusement, l'Union européenne a pris toute une série de mesures, notamment des discussions bilatérales entre l'Union européenne et toute une série de pays pour avoir ces accords commerciaux. Celui avec le Japon signé récemment ou d'autres en préparation en Asie. Donc, on essaye finalement de faire face et de prévoir les coups durs à venir. La Belgique est un pays qui est particulièrement ouvert. L'exportation, ça représente 80 à 90% de notre PIB. La première frontière est à moins de 100 km pratiquement partout en Belgique. Quel est le premier conseil que vous donneriez à un entrepreneur belge qui n'exporte pas encore ? La première chose, c'est de bien analyser la valeur ajoutée que son produit peut avoir vers le marché vers lequel il veut exporter. Trop souvent, on se lance de manière, j'allais dire, standardisée en se disant, voilà, j'ai tel produit, je vais aller tous azimuts. J'aime beaucoup avoir la visite d'un chef d'entreprise que je vais qualifier de primo-exportateur, parce qu'il est vraiment important de se poser la question en quoi est-ce que mon produit peut être utile vers telle ou telle destination. C'est un espèce de business plan. Une fois que cette réflexion est faite, il faut alors bien analyser les atouts, les points forts, mais aussi les dangers, les risques inhérents à ce pays ou cette zone du monde sur laquelle on veut exporter. Là, un organisme comme Credendo peut être extrêmement utile. La troisième chose, après, c'est de s'inspirer, finalement, de s'imprégner des habitudes et de la culture locale. C'est vous qui visitez le pays, c'est vous qui avez un produit à proposer en espérant qu'on vous l'achète et pas l'inverse. On n'est pas dans une situation où j'impose les choses. Je suis dans une relation, en général, où moi je suis demandeur. Et puis alors après rentre toute la catégorie pour laquelle le Belge est fort, les entreprises bruxelloises aussi, c'est systématiser, avoir les discussions, la partie contractuelle, faire très attention aux délais de livraison, faire attention aux modalités de paiement, et puis livrer le bon produit, c'est quand même l'essentiel. Et on imagine qu'obtenir des informations financières sur certains pays ou sur certains continents, c'est assez compliqué et en même temps c'est votre force et votre plus-value. Comment est-ce que vous faites pour avoir ces informations ? Alors il y aura, je dirais, deux catégories. Il y a les informations que vous pouvez récolter par vous-même, de par la richesse de vos propres fichiers. Et là, je crois qu'avec l'intelligence artificielle et l'innovation face à laquelle on est confronté, c'est une source qui va aller en grandissant. Maintenant, ça signifie qu'il faut que des données soient disponibles, ce qui n'est pas le cas dans toute une série de pays en Afrique ou en Asie. Et donc là, on a recours à différents canaux, ce qu'on appelle nos sources. Les sources peuvent être diverses, ça peut être des systèmes d'information locaux, des agences d'information, des enquêteurs lorsque vous êtes dans un litige, ou parfois votre réseau d'ambassadeurs ou d'attachés commerciaux qu'on a un peu partout. Donc, on est vraiment dans ce métier, l'information et la manière dont tu l'utilises est vraiment cruciale. C'est un point essentiel, oui. Et alors, depuis tout à l'heure, on a constaté pas mal de risques. Vous avez parlé d'endettement, vous avez pris comme exemple la Chine. Donc, beaucoup de constats. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour se prémunir des risques ? Alors, ce que je n'ai pas... Donc, d'abord, Credendo et d'autres agences comme Standard & Poor's donnent un rating, donnent une notation aux pays et aux entreprises. Donc, ça, c'est une première source extrêmement facile. En ce qui concerne Credendo, nous cotons les pays sur... Et ça, on peut retrouver ça sur votre site ? C'est sur notre site. Oui. Avec une certaine granularité, c'est-à-dire que vous avez une cotation sur le long terme, si vous êtes là sur un projet qui va au-delà de 2 ans, si vous êtes sur un projet de vente payé dans les 60 jours ou 90 jours, on est dans le court terme. Les ratings sont différents. D'accord. Alors, après cela,
quel est le type de risque qu'une entreprise, parce que tout à l'heure je parlais des risques globaux, une entreprise est confrontée à des risques individuels. Grosso modo, le premier, c'est un risque de non-paiement. D'accord. Okay. Non-paiement, soit parce que vous êtes confronté à votre entreprise ou votre client fait faillite, ou il est de mauvaise foi, il ne veut pas payer, ou soit vous êtes confronté à ce qu'on appelle un risque politique. Il y a une guerre, il y a des troubles sociaux, ou il y a encore un fait du prince, c'est-à-dire une confiscation, une nationalisation, ou bien plus fréquent, un problème de transfert de devises. On l'oublie dans la zone euro, mais dans toute une série de pays dans le monde, vous êtes confronté à un problème de faire sortir la devise de paiement. Ça, c'est un risque. L'autre risque qu'une entreprise court, c'est un risque qu'on appelle de résiliation, c'est-à-dire vous êtes dans une discussion de contrat, vous commencez à faire des premiers investissements, vous encourez des coûts en tant qu'entreprise, et puis le contrat est résilié. Face à ce genre de problème, vous avez toute une série de solutions. Une solution, c'est d'avoir un acompte. Avoir un acompte le plus important possible. Ça réduit donc forcément le risque de non-paiement. La deuxième chose, c'est de vous prémunir. Il existe toute une série de techniques qui existent pour se prémunir contre ce genre de danger, et notamment un produit que nous avons, c'est une assurance qui intervient au niveau des coûts que vous auriez encourus, qui rembourse les coûts que vous auriez encourus lorsque vous êtes face à un sinistre de non-paiement, par exemple. Donc c'est important dans sa construction de penser à tout ça. Et pour être très concret, une entreprise exportatrice sur deux a été confrontée à un moment ou à un autre sur un problème de non-paiement. Donc c'est vraiment le lot aussi courant et quotidien des entreprises. Et ce non-paiement, ça peut être une entreprise privée, mais aussi un État qui fait défaut. Rappelez-vous d'États comme l'Argentine qui a fait défaut sur sa dette il n'y a pas plus d'1 an. Et pour parler des aspects positifs, quelles sont en général les forces des exportateurs belges ? L'exportateur belge a une énorme souplesse. C'est quelqu'un qui est prêt à s'investir, à bouger. En général, il manipule plusieurs langues. Il n'a pas un comportement que j'allais qualifier d'impérialiste, de trop prétentieux. Donc c'est assez facile. Il est facile d'entrer en contact. Et puis, il est débrouillard. Et ça, c'est sur le plan personnel. Je dois dire aussi que lorsque vous êtes confronté à un pays émergent qui a été une colonie d'un un pays plus important, le fait que vous soyez un pays intermédiaire, ça quand même facilite les choses. Donc c'est toute une série de qualités. Et il est débrouillard, vous dites ? Oui, en général, c'est le système D. Le système D, d'accord. On s'en rend très bien compte lorsqu'il y a un sinistre, parce que parfois vous constatez que l'une ou l'autre chose n'a pas été faite selon les normes. Et à contrario, est-ce que sur certains marchés, il y a un inconvénient à être belge ? Est-ce qu'on a des défauts aussi ? Alors, il y a les défauts des qualités, notamment la modestie. Nous ne sommes pas suffisamment conscients et fiers de nos accomplissements, et donc on ne le fait pas suffisamment savoir. L'autre point qui, à mon avis, est évident, nous n'avons plus d'entreprise, ou très peu en tout cas, globale. Et donc, très souvent, nous offrons une partie de solution. En partenariat, en sous-traitance ou dans le cadre d'un consortium plus grand, ce qui explique aussi une certaine flexibilité que l'entrepreneur exportateur belge a. Et ça, c'est une des faiblesses, évidemment, c'est que vous ne pouvez pas offrir une solution globale. C'est morcelé. Oui. Et vous n'êtes pas non plus forcément alors en position de force pour dicter votre tarification, des choses comme ça. On a parlé de risques, on a parlé des avantages et des défauts peut-être des exportateurs belges. Maintenant, si on veut exporter et qu'on cherche des marchés de croissance, où faut-il aller aujourd'hui ? Où est-ce que sur la planète on trouve des pays accueillants à nos exportations ? Mais on parle de marchés de croissance, donc je crois qu'il est important de distinguer les marchés matures des marchés de croissance. Si vous êtes dans les marchés matures, c'est-à-dire par exemple en Europe occidentale ou en Amérique, gardez surtout vos positions parce que vous êtes dans un certain confort en termes de paiement, en termes d'équilibre économique et de, comment vais-je dire, de stabilité. C'était le mot que je cherchais. Par contre, si vous voulez de la croissance, si vous voulez que votre chiffre d'affaires augmente, que votre production gonfle, il n'y a rien à faire, vous devez aller vers les marchés qui eux-mêmes sont en croissance. Quels sont les marchés en croissance actuellement ? Depuis plusieurs années, l'Asie, et en particulier autour de la région chinoise, a des chiffres de croissance qui étaient au-delà de 2 chiffres. La Chine a été à plus de 10%. Maintenant, depuis 3 ou 4 ans, c'est aux alentours de 6 ou 7%, mais c'est toujours la première région du monde en croissance. Alors, il n'y a pas que la Chine. Il y a des pays comme la Malaisie, comme le Vietnam,
comme la Thaïlande qui est déjà un pays mature, l'Indonésie aussi. Donc il y a toute une série de pôles où il faut être présent avec les produits que nous avons. Une autre grande région, mais beaucoup plus risquée, c'est l'Afrique. Oui, j'allais en parler. Oui. L'Afrique est un moteur de développement, notamment grâce à son dynamisme démographique. Et donc là aussi, ce sont des marchés où on peut trouver de la croissance. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'Asie centrale, avec les anciens pays de l'Union soviétique qui s'achèvent par Man, le Turkménistan, les pays en stand, l'Ouzbékistan, etc. Là où je suis plus circonspect, c'est l'Amérique latine qui a tendance ces dernières années à être un peu en retrait. Et la Russie ? Alors la Russie, c'est un client extrêmement important pour la Belgique. Nous avons des relations longues et profondes, avec une vraie complémentarité, puisque la Russie exporte énormément de matières premières à un certain nombre de technologies, et nous pouvons exporter notre savoir-faire, que ce soit en machine-outil ou en technologie aussi. Quand on parle destination, si je peux en évoquer une en particulier, il y aura l'année prochaine une exposition universelle à Dubaï. Dubaï qui apparaît un peu comme un havre de paix dans une région entre Iran et Arabie Saoudite, une région qui est un peu troublée pour le moment. Est-ce que c'est une région à éviter ou une région où il faut aller ? Le Moyen-Orient est traditionnellement une région avec laquelle la Belgique a des relations. Nous avons eu des relations Moyen-Orient et Afrique du Nord. On a eu de très longues relations commerciales avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec aussi des pays tels que le Liban, l'Irak, la Jordanie. Maintenant, depuis quelques années, vu la situation géopolitique, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite sont des pays où on est extrêmement présent. Ce sont des pays qui sont solvables. Et on a des relations particulières dans le domaine de la construction. On a participé à beaucoup de projets de construction à Dubaï, avec des sociétés importantes bruxelloises comme B6 par exemple. Nous sommes très présents aussi dans les soins de santé, que ce soit des produits pharmaceutiques ou la construction hospitalière. Donc ce sont des pays qui sont forcément plus que solvables et pour lesquels il y a quand même une certaine stabilité politique où il faut être présent, oui. Il y a régulièrement des missions économiques sur place, oui. J'ai l'impression qu'il y a un réel enjeu aussi de communication et presque d'éducation, parce qu'en fait, on parle de plein de choses, et vous l'avez dit dès le début quand on vous a parlé, oui, mais parfois on a des préjugés. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il se passe ci, il se passe ça. Donc, j'imagine que c'est aussi un challenge auquel vous faites face, de documenter la situation, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas, mais... Nous avons une équipe qu'on appelle d'analystes pays, qui passent leur journée à une chose qui est captivante. Moi, c'est ce que j'aime dans notre métier, c'est de voir ce qui se passe dans les différentes régions du monde. C'est l'analyse géopolitique. C'est une vraie veille. Enfin, c'est un travail de veille qui se traduit par les ratings qu'on donne. Il faut savoir qu'on les suit en permanence, et donc dès qu'il y a un changement, nous pouvons être rapides sur la balle. Là où on est quand même, je dirais, souvent en avance, c'est que Credendo, par rapport à nos homologues, à nos pairs, nous sommes souvent les derniers à fermer sur des régions difficiles et les premiers à réouvrir. C'est le goût du risque, ça, jusqu'au bout ? Non, c'est la finesse de notre analyse. Oui. Alors, c'est prétentieux ce que je dis, mais on le constate régulièrement. Et il est très rare que nous ayons fermé anticipativement sur un pays sans que les autres suivent après, en ayant encouru des risques, ou inversement, si je me fais comprendre. Très bien. Alors, encore une dernière question. Quel regard portez-vous sur les accords de libre-échange dits de nouvelle génération comme le CETA avec le Canada ou le JEFTA avec le Japon? Une bonne affaire pour nos entreprises ou pas? C'est certainement une bonne affaire parce qu'on stabilise et il y a une transparence dans les règles du jeu. C'est à mon avis l'élément essentiel, c'est qu'on pose les mêmes jalons, les mêmes conditions, le même level playing field comme on dit, entre les différents participants au grand jeu de la concurrence. Et vous êtes face à quelque chose qui est prévisible. Alors je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs et je comprends aussi leurs arguments. Il faut les prendre en compte, c'est-à-dire que ces accords de libre-échange doivent toujours reposer sur un socle minimal en termes de protection de la santé des consommateurs, en termes de protection, et là c'est une décision vraiment politique de vouloir garder certaines choses qu'on exclut de ce champ. Je vais vous donner 2 exemples. Le Japon continue à produire du riz et est autosuffisant dans sa production. Et c'est une volonté politique de pouvoir être indépendant. Le riz coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs.
Prenez l'exemple pas trop loin de chez nous, en Suisse. Il y a toute une série de produits agricoles qui reviennent beaucoup plus cher que si vous les achetez sur les marchés mondiaux, mais que les Suisses ont décidé de protéger. Donc, en un mot, c'est une excellente chose parce que vous êtes dans la transparence et vous stabilisez les échanges économiques. À vous, évidemment, de mettre les garde-fous, les freins en matière de santé du consommateur, d'environnement et des tas de choses comme ça. Ça vous met dans une position de force. Dernier élément qu'il ne faut pas oublier, la compétence qui est exclusive de la négociation d'accords commerciaux, elle est à l'Union européenne. C'est une des seules matières avec l'union monétaire pour les pays qui la partagent où nous parlons d'une seule voix. Et c'est comme ça qu'on arrive à des accords beaucoup plus forts qu'en étant dispersés, même avec des grandes puissances comme l'Allemagne ou la France. Oui, et qu'on peut en tirer profit. Et qu'on en tire profit. Bon, eh bien très bien, je crois qu'on arrive à la fin. Bien, oui, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci à Nabil Gigakli qui, je l'espère, vous aura donné envie d'exporter si vous ne le faites pas encore. Et si le commerce international vous intéresse, n'oubliez pas de lire le magazine Bruxelles Métropole de novembre. Merci à Elisa et à notre réalisatrice Ophélie. Merci à vous qui nous écoutez. On vous revient très bientôt en podcast avec d'autres invités. Merci à tous. Monsieur Gigakli. Mais je vous remercie, c'était très agréable.